Bienfaits et limites des techniques de méditation. Aussi me paraît-il important d'évoquer ici certains outils qu'il est d'usage de présenter comme pouvant favoriser une connexion avec notre être essentiel ou un épanouissement personnel quel qu'il soit, les techniques de méditation. Personnellement, avant 2012, j'ai beaucoup étudié, pratiqué et même enseigné la méditation. Pendant plus de 25 ans, j'ai médité quasi quotidiennement, jusqu'à plusieurs fois par jour. Respiration consciente, balayage du corps, cohérence cardiaque, visualisation, fixation d'une bougie, faire le vide, renaissance, connexion à l'univers, à l'humanité, compassion, yoga, Qigong. Ma première approche de la méditation s'est faite par le biais des arts martiaux, Kung Fu et Tai Chi, que j'ai pratiqué en France pendant mes études et en Chine où j'ai vécu pendant presque 2 ans par intermittence entre 1988 et 1991. Ensuite, j'ai continué à pratiquer la méditation en croyant qu'elle me permettait de modeler mon cerveau à ma guise. Je considérais alors ce dernier comme un ordinateur biologique autoprogrammable qui, par sa neuroplasticité, peut se construire et s'adapter selon mes envies et désirs, me permettant ainsi de choisir en toute conscience ce que je voulais devenir. Je pratiquais beaucoup la visualisation, d'autant plus que les neurosciences confirmaient que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit vraiment. Je démontrais d'ailleurs ce phénomène dans mes cours de méditation en faisant imaginer aux élèves un morceau de citron bien juteux dans lequel ils croquaient, ce qui avait pour effet de déclencher une salivation et parfois la sensation gustative d'acidité dans la bouche de la plupart d'entre eux. Cette démonstration venait confirmer qu'il me suffisait de gérer mes pensées pour orienter ma vie dans le sens que je voulais lui donner. Mais je me suis rendu compte avec mon expérience d'illumination que cette approche échafaudant mentalement une image et un sens à mon existence était complètement erronée. J'ai réalisé combien les capacités du mental à créer des illusions peuvent nous couper de certains aspects essentiels du vivant et générer également d'importants parasitages de nos ressentis, comme dans l'exemple du citron. Au-delà des effets de mode, la pratique de la méditation est un outil qui apporte une réelle valeur ajoutée de bien-être dans la vie de ceux qui la pratiquent. Mais si ce confort découle du fait d'avoir occulté en surface un réel inconfort sous-jacent, cela revient à retirer l'ampoule du voyant de carburant de notre tableau de bord en croyant solutionner notre problème sans en avoir pris la mesure, sans en avoir déterminé l'origine. Momentanément, nous avons l'impression de régler le symptôme, mais si nous ne mettons pas de carburant dans notre réservoir, d'autres symptômes plus spectaculaires et plus désagréables se manifesteront ailleurs, comme celle de la panne d'essence, pour nous alerter et nous inviter à mettre en lumière les causes profondes de ce qui se joue dans notre vie. La méditation, et j'englobe ici toutes ces différentes approches, est un outil formidable dont je recommande vivement la pratique. Le bénéfice majeur que j'y vois, c'est qu'elle nous connecte à l'instant présent et réduit l'activité du mental. Parmi les bénéfices secondaires, il y a bien évidemment la réduction des symptômes liés au stress, générés par nos pensées qui ruminent le passé ou qui nous projettent dans le futur. Les bienfaits de la méditation sont d'ailleurs de plus en plus reconnus et plébiscités par la médecine dans le traitement de la dépression, de l'anxiété et même de la douleur en général. Mais si l'outil est utilisé par et pour le mental, il ne nous nourrit qu'en surface et nous empêche d'accéder à notre profondeur. J'ai d'ailleurs aujourd'hui des réserves à mettre en avant tout type d'outil qui peut être réapproprié par notre mental analytique et nos mécanismes de protection. Il en est de même pour la visualisation et la pensée positive que j'utilisais beaucoup avant 2000. Si le fait de remplacer nos pensées toxiques par des pensées positives peut momentanément nous soulager, le véritable changement ne peut pas se faire uniquement par des réglages mentaux. Le danger est que cela peut nous empêcher de prendre la mesure de notre inconfort,
de nos ressentis profonds et risque de nous enfermer dans une illusion qui nous coupe de l'essentiel. Nos pensées toxiques prennent leur source quelque part en nous. S'en libérer passe par l'identification et le traitement de leurs racines. Sans cela, nous pouvons être certains de voir tôt ou tard des extensions de celles-ci se manifester dans notre vie. Par exemple, une pensée d'auto-dévalorisation qui a pour origine une blessure d'humiliation ne disparaîtra qu'avec la cautérisation de cette blessure. Les ajustements mentaux ne guérissent pas. Ils atténuent ou anesthésient l'inconfort sans en guérir la cause profonde. Selon moi, la pensée positive et la visualisation pour obtenir ce que l'on désire ne sont que des ajustements de surface qui ne sauraient être efficaces durablement. Le vrai travail se situe en profondeur. Il est dans la présence à soi, dans l'écoute de ses ressentis, dans l'ici et maintenant, dans le fait de mettre les projecteurs à l'intérieur de soi, de prendre sa part de responsabilité dans les émotions que nous vivons, dans le fait de mettre en lumière nos protections et nos conditionnements pour réussir à s'en défaire. Un effet pervers de la pensée positive, c'est que le bien-être qu'elle procure relève parfois de l'anesthésie, créant une illusion mentale confortable qui nous coupe de notre réalité de profondeur. Or, la vie va toujours nous ramener à la réalité de notre vie, à savoir non pas à ce que nous croyons être, mais à ce que nous sommes. À l'époque, pratiquer la pensée positive m'a permis de voir le bon côté des choses, quand j'étais face à de réelles difficultés de vie, mais sans m'en rendre compte. Cela m'anesthésiait et m'empêchait d'atteindre le cœur de ce que je suis. Je pensais être heureux, mais je ne faisais que mettre des torchons sur mes fromages odorants. Aujourd'hui, je dirais que je ne pratique quasiment plus la méditation, ou que je la pratique tout le temps. Cela s'apparente plutôt à de la méditation dite de pleine conscience. Je suis présent et à l'écoute de ce que je vis, de ce que je ressens dans mon corps, dans mon cœur et dans mon âme. Être aligné à notre être essentiel et pouvoir le manifester par nos actes, nos pensées, nos positionnements dans notre quotidien, voilà ce qui importe. Quand on arrive à cela, on fait l'expérience de la vie avec des sensations et une intensité indescriptible, avec un sentiment profond de lien et de justesse. L'univers, la vie continueront peut-être à nous apporter certains événements similaires à ce que nous vivions avant, mais notre façon de les vivre, de réagir, de les appréhender et de les gérer, émotionnellement et concrètement, sera bien différente. Plus nous touchons à notre être en profondeur, plus nous sommes connectés à notre être essentiel, plus nous nous approchons de ce qu'il y a de plus universel en nous. Le dialogue entre nous et le monde extérieur se fait alors de manière plus directe. Ce qui se mue en nous et ce qui se manifeste en dehors de nous se fait écho, entre en résonance car la frontière entre les deux tend à s'atténuer et à disparaître, car il n'y a fondamentalement pas de séparation entre ce que nous sommes et l'univers. C'est dans ce mouvement que certains de nos problèmes ou certaines situations qui nous paraissaient inextricables finissent par se résoudre. Ce qui nous semblait une montagne infranchissable s'avère un grain de sable. C'est à ce niveau que l'on peut alors parler de loi d'attraction et du fait qu'en étant aligné à l'écoute de soi et de ses besoins, l'univers va pouvoir à nos besoins par des situations ou pourvoir à nos besoins par des situations ou des événements bien concrets. La magie de la vie est le fruit de la vie elle-même, pas de l'idée que l'on s'en fait. Ce n'est pas qu'une question de croyance, de conviction, ni même de confiance dans la vie, c'est avant tout une question de foi. La magie opère dans et par la profondeur. La conviction et la confiance relèvent du mental et de la surface. Compétences, connaissances, expérience, savoir, analyse logique, mentale. La foi s'ancre dans la profondeur. Instinct, prémonition, inspiration, intuition, trip. Les convictions et la confiance qui émanent de la foi sont très différentes de celles qui découlent seulement de notre mental analytique. Changer nos pensées ne saurait suffire à nous transformer et à transformer notre vie. Notre libération s'opère bien au-delà de notre mental, dans le fait de s'aligner à ce que nous sommes en profondeur. Puis, dans le monde matérialiste dans lequel nous vivons,
L'obtention de biens matériels est perçue comme une voie incontournable pour se réaliser et atteindre le bonheur. Mais le réel enjeu de la vie n'est pas d'amasser des richesses extérieures, mais de révéler nos richesses intérieures. Notre bonheur ne passe absolument pas par le fait d'accumuler des richesses matérielles, mais par le fait de se trouver soi, de s'aligner à notre être essentiel et de se positionner en accord avec notre justesse intérieure. Cela n'exclut en rien la possibilité de vivre dans l'opulence et le confort matériel, mais ceux-ci doivent avant tout s'enraciner dans une profonde connexion à soi et par voie de conséquence dans une profonde connexion aux autres. La satisfaction de notre égo-protection, des désirs créés de toutes pièces par notre seul mental analytique pour répondre à un besoin de sécurité ou pour correspondre au modèle produit par la société de consommation dans laquelle nous vivons, ne procure aucune sérénité pour nous. En nous présentant les richesses matérielles et extérieures comme le seul objectif important à atteindre, on nous propose un modèle qui passe à côté de l'essentiel, à côté de l'humain, et nous éloigne de nous-mêmes. La question essentielle n'est pas de savoir si l'on est pauvre ou riche matériellement, mais d'être soi-même, de mettre en lumière et de révéler nos richesses intérieures, de les manifester dans notre rapport avec les autres et dans le monde. C'est en venant explorer notre vérité, notre justesse intérieure, au-delà de nos conditionnements et de nos protections, en nous libérant de ce joug, en étant pleinement ce que nous sommes, en l'exprimant et en le partageant autour de soi, que nous allons stimuler la transformation de notre vie et de celle des autres. Les transformations que l'on vit créent alors des résonances dans la vie des autres. Elles diffusent une énergie de guérison dans notre entourage. Prochaine partie, l'alignement, une aventure au quotidien.